Bonjour, aujourd'hui, on va se pencher sur une question vraiment intéressante. Comment la Troisième République a-t-elle fait pour tenir 70 ans, alors qu'à sa naissance, c'était pas gagné du tout? C'est une histoire passionnante sur la façon dont on construit une démocratie solide. Alors il faut bien comprendre un truc essentiel, cette république, elle n'est pas arrivée comme ça, dans la joie et la bonne humeur, pas du tout. Comme le disent les historiens, elle est vraiment née dans la douleur. Son point de départ, ce n'est pas une victoire, mais une énorme crise. Pour comprendre comment on en est arrivé là, voilà notre programme. On va d'abord voir la crise du début, puis les deux grandes solutions mises en place, la liberté de s'informer et l'école pour tous. Et on terminera avec le bilan de tout ça. C'est parti! Allez, on plonge directement dans le contexte de l'époque. Avant même de pouvoir construire quoi que ce soit, les républicains ont dû gérer des problèmes gigantesques. La situation était vraiment tendue. Imaginez un peu le tableau en 1870. La Nouvelle République doit faire face à tout en même temps. D'abord, une grosse défaite militaire contre la Prusse qui occupe une partie de la France. Ensuite, une guerre civile qui éclate à Paris, c'est ce qu'on appelle la Commune. Et comme si ça ne suffisait pas, l'Assemblée qui dirige le pays est pleine de royalistes qui, comme leur nom l'indique, ne veulent pas de la République. Eux, ils sont soutenus par l'Église catholique qui était super influente à l'époque. Bref, le défi était immense. On proclame la République le 4 septembre 1870, d'accord? Mais regardez bien la date suivante. Il a fallu attendre 5 ans, jusqu'en 1875, pour que les lois qui organisent cette République soient enfin votées. 5 ans, juste pour mettre sur le papier que, oui, la France est officiellement une république. Ça montre à quel point tout était fragile au début. Face à ce chaos, les républicains vont poser une première pierre, un premier pilier super important, la liberté. Et plus précisément, la liberté pour chacun de pouvoir s'informer grâce à une grande loi sur le presse. Là, le changement est radical. C'est le jour et la nuit. Avant 1881, c'est le gouvernement qui contrôlait l'info. Il fallait une autorisation pour créer un journal, par exemple. Mais après 1881, c'est la liberté totale. Plus besoin de demander la permission. On passe d'une opinion un peu guidée par le pouvoir à une explosion d'opinions différentes. Chacun peut se faire son propre avis. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien que n'importe qui peut monter son journal pour défendre ses idées. Ou même simplement coller des affiches dans la rue pour donner son opinion. L'objectif derrière tout ça, il est très clair. Il faut former des citoyens éclairés. Des gens capables de réfléchir et de voter en sachant de quoi ils parlent. Mais attention, liberté totale ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi. Cette petite phrase, défense d'afficher, qu'on voit encore parfois sur les murs, elle nous le rappelle. La loi de 1881, elle fixe des règles. Par exemple, interdiction de mentir pour salir la réputation de quelqu'un, ça s'appelle la diffamation, et interdiction d'appeler à la violence. La liberté, ça vient avec des responsabilités. On passe maintenant au deuxième pilier, qui est tout aussi fondamental. Parce que c'est bien beau d'avoir accès à plein d'informations, mais pour que ça serve à quelque chose, il faut que les citoyens sachent lire et qu'ils partagent des valeurs communes. Et ça va être le rôle de l'école. Avec les lois de Jules Ferry, l'école va changer en 3 étapes clés. D'abord, en 1881, elle devient gratuite. Comme ça, l'argent n'est plus un problème pour y aller. Ensuite, en 1882, elle devient obligatoire de 6 à 13 ans, pour être sûr que tout le monde y passe. Et enfin, toujours en 1882, elle devient laïque. Ça veut dire qu'on remplace les cours de religion par des cours de morale et d'instruction civique. Derrière ces 3 grands principes, gratuite, obligatoire, les objectifs sont très stratégiques. Il s'agit d'abord d'unifier la France en apprenant le français à tout le monde. Puis, et c'est très important, il faut former des citoyens attachés à la République plutôt qu'à l'Église qui soutenaient les royalistes. C'est pour ça qu'on met en place des cours de morale et d'instruction civique pour apprendre les droits, les devoirs et pour garantir que tout le monde ait le même accès au savoir. Et pour accomplir cette mission, la République compte sur ses instituteurs. On leur a même donné un surnom, les hussards noirs. Un peu comme des soldats de la République. Sauf que leurs armes, c'était les livres et le savoir. C'est eux qui étaient chargés de diffuser les valeurs républicaines dans tous les villages de France. Bon, alors, récapitulons. On a nos 2 piliers, la presse libre d'un côté et l'école pour tous de l'autre. Comment est-ce que ces 2 éléments ont permis à une république née dans le chaos de devenir enfin solide ? En résumé, c'est assez simple. La liberté de la presse a permis aux gens de s'informer, de débattre et de surveiller ce que faisait le gouvernement. Et en même temps, l'école a créé une culture commune, un sentiment d'appartenir à la même nation. Elle a formé des générations entières aux valeurs de la République. C'est vraiment la combinaison de ces 2 piliers qui a permis à la France de s'enraciner et de devenir une démocratie solide. Et on va finir avec une question qui nous ramène à notre époque.
On vient de voir que la presse libre et l'école publique ont été les fondations de la démocratie française il y a plus d'un siècle. Mais aujourd'hui, est-ce qu'elles jouent toujours ce rôle si fondamental dans notre société? C'est une bonne question pour continuer à réfléchir. Merci beaucoup d'avoir suivi cet éclairage.